Vous savez, il est important que chaque jour, chacun de vous se souvienne d'une chose. It's very important that every day, every single one of you remember one thing. C'est que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Remember this. When the people stand, imperialism trembles. Et c'est pourquoi je vais vous montrer que je suis prêt contre l'impérialisme. That's why I'm going to show you that I'm ready for imperialism. And I ask you to believe me, I'm not kidding. Ici, ce sont des balles réelles. Those bullets are real bullets. Et lorsque nous tirons ces balles, ce sera contre l'impérialisme. And when I shoot one of those, it will be against imperialism. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire la révolution. What we have to do now is to make revolution. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le pantochisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Maintenant la Haute-Volta qui retient l'attention des observateurs avec le nouveau coup d'État mené par le capitaine Sankara. C'est l'ancien Premier ministre. Il a renversé le régime du président Ouédraogo. Voici le président de la République renversé aujourd'hui. Jean-Baptiste Ouédraogo était un homme modéré, partisan d'une coopération étroite avec la France
Aujourd'hui, qu'en est-il de son sort? Il sera traité avec beaucoup d'humanisme, assure le capitaine Sankara, ici, celui qui l'a renversé, son ancien Premier ministre. Cette nuit, il a annoncé à la radio nationale qu'un Conseil national de la Révolution avait renversé le régime fantoche du commandant Ouedraogo. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement mis en place par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Peuple de Haute-Volta, tous en avant avec le CNR pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. D'où vient-il? C'est le fils d'un Peul et d'une Mossi. Brillant élève, il est remarqué par les prêtres d'une mission catholique qui l'auraient bien vu prendre le chemin du séminaire. Enfin, le jeune Thomas veut devenir médecin. Toutefois, comme il ne tient pas de bourse, il choisit en désespoir de cause la carrière militaire. Ce n'est donc pas une vocation? Absolument pas. Son destin se dessine à Madagascar, où il a rejoint l'académie militaire. En effet, il y assiste en direct, si je puis dire, au grand tournant malgache vers le socialisme. Et ça le passionne? Oui, j'ajoute que ce militaire hors norme s'intéresse aussi à l'économie, aux sciences politiques, au journalisme. Un esprit curieux, donc. Très éclectique, oui. Il faut aussi noter que c'est à Madagascar que Sankara perfectionne son français. Ah oui. Il deviendra d'ailleurs un grand orateur dans notre langue. Après Madagascar, il fait des stages en France chez les parachutistes, puis au Maroc, où il se lie d'amitié avec un camarade, Blaise Compaoré. C'est l'actuel président du Burkina Faso. Oui, l'homme qui lui a succédé dans les conditions que nous verrons. Après le Maroc, Sankara revient au pays et il s'illustre dans une petite guerre qui oppose la Haute-Volta et le Mali pour quelques arpents de terre. Quand vous dites qu'il s'illustre... Ce jeune lieutenant montre de réelles qualités de combattant, de chef. Ça lui vaut de prendre le commandement d'une école militaire chargée de former les commandos. Son ami Compaoré l'y rejoint et devient son adjoint. Sankara est alors le militaire le plus célèbre de la Haute-Volta. Ouais. Et très vite, le capitaine devient naturellement le leader d'un petit groupe d'officiers très engagés à gauche, sinon à l'extrême gauche et résolument anticolonialistes. En fait, et ce sera la véritable motivation personnelle de Sankara, c'est la corruption des dirigeants voltaïques qui les révoltent et guident leur action. Et aussi la conviction que le pays doit se sortir d'affaire tout seul. Ah oui, c'est-à-dire sans dépendre de la France. Évidemment. Alors, la politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un roitelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Quelle est la place de la France dans vos alliances? La France est pour nous un pays qui a colonisé notre patrie, qui de ce fait-là a la responsabilité de la politique coloniale et néocoloniale dans notre pays. Et la France, sur ce point, doit comprendre que nous nous acharnerons à combattre le colonialisme et le néocolonialisme. qu'est-ce que tu as? Hein? Bien, ouais. Oh oui, un peu inquiète quand même. Oui, un peu, oui. Hein? Regardez. Il n'empêche que je vous trouve quand même un peu trop enthousiaste. Mais il faut reconnaître que ce jeune dirigeant faisait passer un courant d'air frais sur un continent accablé par la misère et la corruption. Il y avait enfin un homme décidé à prendre à bras-le-corps le destin de son pays. D'accord, enfin... Je dois rappeler que le capital de sympathie de Sankara était considérable. C'était un type nouveau de dirigeant du tiers-monde qui émergeait. Et nombreux ont été les gens qui ont fait le voyage de Ouagadougou pour aller rencontrer ce président si sympa qui participait à des courses cyclistes ou sortait à tout propos sa guitare. La guitare. Et vous-même? Non.
son ami, là, Compaoré, hein, fait partie de ce conseil. Bien sûr, Compaoré devient le bras droit de Sankara, c'est le conseiller, le confident, un vrai frère jumeau. Thomas Sankara, capitaine de 35 ans, président de la Haute-Volta, il a pris le pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983. C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs, vive la révolution, vive le capitaine Thomas Sankara. Abdelaziz Damani de l'Afrique, je voudrais poser une question au président Sankara. C'est que quand on est à la tête d'un pays petit, enclavé et pauvre, et ce n'est pas péjoratif, qu'est-ce que ça rapporte en dehors de la satisfaction intellectuelle? Quand on parle fort, qu'est-ce que ça rapporte? Nous sommes dans des conditions qui sont très difficiles, vous les avez décrites, vous avez dit que ce n'est pas péjoratif, merci. Et il faut ajouter à ces conditions particulièrement difficiles, c'est un peuple qui a pris beaucoup de retard, qui est très largement analphabète. Si, malgré toutes ces conditions naturelles, ces conditions physiques, ces conditions sociologiques, nous croyons à un développement, à une certaine transformation, nous avons le devoir d'expliquer. Expliquer, convaincre, cela veut dire parler beaucoup, parler fort, parler le plus clair possible, de la façon la plus claire. Nous ne parlons pas pour faire des effets de rhétorique, mais nous parlons pour entraîner les hommes, les femmes dans le travail concret, dans le travail qui nous permettra de combler plus ou moins nos retards et aussi de compenser l'ingratitude de la nature. Donc, mais le problème n'est pas que les autres m'écoutent ou pas. Le problème est que le peuple burkinabé écoute et comprenne qu'il faut travailler. Et que sans le travail, nous continuons d'être à la traîne. Hein. Monsieur le Président, j'ajouterais que pour ce qui me concerne, j'ai pas eu besoin de prendre beaucoup de temps pour comprendre qu'il fallait écouter sérieusement le président Sankara. Nos objectifs se limitent à des prétentions bien simples, bien élémentaires, à savoir nourrir d'abord chaque Burkinabé, l'instruire, le soigner, le vêtir et également lui donner la possibilité de son épanouissement culturel, de son expression quotidienne. Mais pour réaliser tout cela, nous avons besoin de programmes économiques, de
programmes culturels, de programmes politiques et même de programmes de sécurité. Car je crois que vous comprenez très bien que tout le monde n'applaudit pas lorsque l'on parle de Burkina Faso, lorsque l'on parle de voie révolutionnaire, c'est-à-dire d'un non-conformisme par rapport à ce qui a été établi jusque-là et que chacun connaît. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette démonstration, bottée dans les rues de Ouagadougou, n'est pas organisée en l'honneur d'un quelconque dictateur. C'est la production que l'on célèbre ici, plus exactement le choix fait par le Burkina Faso pour vaincre la faim, l'autosuffisance alimentaire. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important. À quoi ça sert? D'abord, l'autosuffisance. Il faut qu'on ait assez à manger. Pour pouvoir manger, il faut produire soi-même. Dans certains pays, seulement 4% de la population réussit à nourrir toute une population de plus de 200 millions d'habitants et même à exporter et à constituer autour de l'agriculture une puissance économique. Il n'est pas normal qu'ici, à plus de 90% d'agriculteurs, de cultivateurs, de paysans, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Huitième pays le plus pauvre du monde, le Burkina Faso ne veut plus entendre parler d'aide internationale en termes coloniaux. Lorsque j'étais à Moscou, lorsque j'étais en Union soviétique, l'on nous avait fait visiter beaucoup de lieux historiques, des musées, mais l'on nous avait fait visiter également la cité des étoiles. À la cité des étoiles, c'est là que les soviétiques forment leurs cosmonautes. On nous a fait visiter les vaisseaux. C'est impressionnant, j'avoue. Soyouz, Salyut, Mir, etc. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils ne parlent plus avec la Terre, eux, ils parlent déjà avec la Lune. Puis, comme toujours, on m'a demandé de signer le livre d'or. J'ai signé, évidemment. Là, on m'a demandé de féliciter quelques cosmonautes qui étaient là. Je les ai félicités, évidemment. On nous a demandé d'aller admirer ceci et cela. Nous avons admiré, évidemment.
On nous a amenés nous incliner devant la statue de Gagarine, qui est mort. Nous sommes inclinés, évidemment. Puis nous avons voulu nous séparer. J'ai dit non, c'est pas tout, camarades. Attendez. C'est très bien, vous nous avez montré ça, nous sommes contents, nous vous félicitons. C'est un progrès scientifique. Et quand tout cela sera au service des peuples, ce sera vraiment un bienfait. Mais moi, je voudrais vous demander une chose. 2 places. Il faut que vous prévoyiez 2 places pour former des Burkinabés. Nous aussi, nous voulons aller sur la Lune. On veut aller là-bas. Donc la coopération doit commencer. Et nous sommes au sérieux. Nous voulons envoyer des gens sur la Lune. Ainsi, il y aura les Américains, il y aura les Soviétiques, quelques autres pays, mais il y aura aussi le Burkina. Vous avez hier déclaré que vous souhaiteriez que 1% des recherches spatiales soit consacré à la lutte contre la dégradation des forêts. Alors, d'où vient ce chiffre 1%? Ça vous paraît suffisant? Comment vous avez évalué ça? Par-delà le chiffre lui-même, ce que nous visons, c'est imposer la prise de conscience devant un problème, un fléau aussi grave que la désertification. On va voir quelques images du Burkina Faso, de votre pays, essentiel. Oui. Pour ce fléau, nous estimons que la responsabilité n'incombe pas seulement à ces hommes et à ces femmes qui vivent au Burkina Faso, mais également à tous ceux qui, loin de chez nous, provoquent de façon directe ou indirecte des perturbations climatiques, écologiques. Qui peut démontrer aujourd'hui que les engins que l'on envoie dans l'espace ne dérangent pas, ne perturbent pas cet équilibre-là? Vous avez dit qu'effectivement, la lutte contre la désertification est anti-impérialiste. Oui, la lutte contre la désertification est un combat anti-impérialiste dans la mesure où nous savons que pour l'impérialisme, l'exploitation des hommes est un acte tout à fait normal, a fortiori l'exploitation des forêts, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement. Ah non, non. Je veux pas ça maintenant. C'est bon? Regardez, ouais. Reste une question essentielle pour ce pays comme pour beaucoup de pays africains. Seul le développement culturel peut lui permettre de mener à bien ses objectifs. Or, pour l'instant, il n'y a que 6% d'enfants scolarisés au Burkina Faso, alors qu'ils représentent plus de la moitié de la population. Gagner la bataille du développement passe aussi par la lutte contre l'analphabétisme. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés, paresseux, les professeurs carents, camarades, les hiboux au regard gluant, les pentades orgueilleuses, Abba, Abba, Abba. Merci camarades. Bâtissons
dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles? À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là, ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne les renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez hop, allez, renvoyez. L'impérialisme, les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. Sans l'éducation des femmes, point de salut. C'est en tout cas la conviction du gouvernement Sankara qui multiplie les initiatives destinées à changer les mentalités sur des questions aussi variées que le salaire des femmes et l'excision. Les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à nos formes, à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. Et pour cela, nous pensons qu'il nous faut nous attaquer à certaines mutilations. Notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon d'amoindrir la femme, sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente. Parce que tu es femme, tu dois porter cet art-là, tu dois porter cette marque sur toi éternellement. « 14 heures de travail quotidien, une espérance de vie de 32 ans. La femme africaine fournit près de 80% du travail agricole, ainsi que la moitié des prestations nécessaires à l'alimentation. Ces femmes s'occupent tout à la fois des enfants, du ménage, du ramassage de bois, de l'eau à chercher à des kilomètres de distance, de la nourriture de la famille, du champ du mari et de leur champ personnel. Nous sommes bien loin de l'image d'Épinal, de la joie de vivre dans la brousse. Nous avons pris des mesures pour montrer que nous accordons cette importance à la femme. Épanouissement du couple égale épanouissement familial égale essor national. Eh bien, nous avons imposé que le marché soit fermé aux femmes. Seules les vendeuses y avaient accès. Et les hommes qui voulaient que les repas soient à point pour le déjeuner, pour le dîner, eh bien, ils devaient eux-mêmes faire le marché. Les hommes chez nous ne font pas le marché. C'est une déchéance. Et ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. Chacun de nous ici a été élevé dans le sentiment que parce qu'il est homme, il est d'office, il est d'emblée supérieur à tout ce qui est femme. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur force physique, leur intelligence. Nous avons dans notre gouvernement 3 femmes ministres. Essor familial et solidarité nationale, sport et loisirs, le budget. Les femmes commencent à se dire, mais tiens, ce Conseil national de la Révolution, il est vraiment au sérieux pour la promotion de la femme. Et c'est elle-même qui nous propose maintenant les femmes qu'elles estiment capables. Camarade directeur des services. Peu d'argent au Burkina Faso, mais des idées. Après la semaine de la femme, la journée du marché obligatoire pour l'homme et la charte de la famille, la télévision locale lance les colombes de la Révolution. Son nouvelle homme, c'est que lui peut prêter cher.
que le gouvernement ne les laisse pas tomber. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Il ne faut pas que ça piétine, quoi. L'approvisionnement doit être rapide. Maintenant, il faut penser à la toiture. Voilà, déjà. Il faut déjà penser à la toiture. Vaut mieux qu'ils aient leurs matériaux ici. Bon, n'oubliez pas de créer beaucoup d'espaces verts. Surtout le long de la route, là. Beaucoup d'espaces verts, des fleurs, des petits bancs. Si vous êtes ici, faites des petits bancs en béton, là. Des bancs publics. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Au début, c'était des mots. Ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer. Aujourd'hui, il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif. Merci. Et on va voir Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Zerbo. Le tribunal vous condamne à 15 ans d'emprisonnement, dont 7 ans avec sursis. Vous condamne à rembourser à l'État voltaïque la somme de 61 838 101 francs. Quand le peuple devient le magistrat suprême, à partir de ce moment, on limite la corruption. Pour démanteler un tel réseau clandestin de lutte... Cette lutte contre la corruption a commencé au Ghana avec le capitaine Rawlings. Au Burkina, les tribunaux populaires siègent à leur tour. Des anciens chefs d'État y sont confrontés, des centaines de fonctionnaires corrompus, démasqués. À mon meeting du renouveau, j'ai employé 10 millions. Voilà le problème. Chacun va puiser et bien dire, bon, mais voilà, c'est le général Lamizana qui m'a dit de puiser. La corruption chez nous a une part quand même importante de façon relative. Mais si nous l'avons combattue, ce n'est pas tant
à cause de son impact économique négatif, mais c'est à cause de l'homme négatif qui a été façonné à travers cette corruption et cette mentalité de corrupteurs, de népotistes, de gabégiques, des hommes incapables. Alors le camarade président de Lucien est demandé. Le camarade président de Lucien est demandé par ici. Ok, la série continue. Une décision du capitaine a surpris. C'est celle de fermer les boîtes de nuit, les nightclubs qui se multipliaient dans les deux grandes villes du pays. Je dois vous dire d'abord que j'ai pris ces mesures à mon corps défendant. Moi-même, je suis musicien. Bien. Mais voilà, nous avons voulu heurter notre petite bourgeoisie de plein fouet. C'est-à-dire, nous avons voulu lui montrer que il y a des sacrifices que nous devrons consentir dans la révolution. Des sacrifices sur nos privilèges, nos facilités, nos goûts, etc. Et nous avons choisi les nightclubs. Nous les avons choisis parce que aussi, ces nightclubs, comme vous le savez, sont les repères de la bourgeoisie et qui réussit justement à éliminer les autres par la discrimination monétaire. La bouteille de Coca-Cola que l'on y vend est à un prix si exorbitant qu'il représente parfois le gain mensuel d'un paysan quand ce n'est pas le gain semestriel de certains paysans en Volta. Une seule bouteille de Coca-Cola. Bien. Ainsi donc, les bals populaires ont pris la place des nightclubs. Les bals populaires, c'est une grande piste de danse, un orchestre, des boissons vendues à un prix vraiment démocratique, 50 francs CFA la bouteille de Coca-Cola, alors que dans un nightclub, elle coûte 1500 francs, quand ce n'est pas 2000 francs. Et sur à ces bals populaires, on retrouve l'ouvrier, le paysan, mais le ministre, on retrouve tout le monde. Le patron, on se côtoie. Vous y allez vous-même? J'y vais. J'y vais en tant que musicien, pas en tant que danseur. Monsieur Malric. Le président Sankara encore, vous pouvez poser une question. Hier, en visitant le local du CDR, j'ai remarqué une pancarte qui affirmait à peu près ceci: le vote à bulletin secret, c'est la plus grande truanderie qui existe. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est notre avis parce que dans notre cas, que veut dire un bulletin secret? Bon,
d'abord, le bulletin, ce morceau de papier, qu'est-ce qu'il veut dire pour 98% de la population du Burkina Faso? Ils ne savent ni lire ni écrire. Ils n'ont jamais tenu un papier dans leurs mains. Ils ne savent pas ce que c'est. Bon, nous avons plus de 98% de notre population qui est analphabète. Comment... Bon, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. Ensuite, il y a toutes les manipulations, même quand les gens savent lire, il y a toutes les manipulations qui se font. Vous savez, l'ordinateur, on lui fait dire parfois des choses, hein. Alors, compte tenu de toutes ces appréhensions, qui sont très fondées, nous avons préféré, nous, pour les élections, vous monter sur une table, en tout cas, tout ce qui peut vous mettre un peu en hauteur. Et puis vos partisans s'alignent devant vous, derrière vous. C'est comme ça, on va les compter. Ils sont 1200, l'autre n'a que 800. Il est donc battu devant tout le monde. Et en plus, ça a l'avantage de vous montrer qui a voté pour vous. Dans le bulletin secret, combien... Enfin, les mérites de cette méthode sont tellement nombreux qu'on peut l'exporter, on peut exporter le brevet. Nous pouvons exporter le brevet, alors. Non, vraiment avec une population qui est très analphabétisée, qui est très analphabète, il est difficile pour nous de parler du bulletin secret, etc. Ça n'aurait pas de sens. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Et vous remarquez que partout où les gens savent lire, il y a quelques abstentions dans quelques villes. Donc là où ils ne savent pas lire, ils votent presque 100%. Et là où ils savent lire, ils s'abstiennent. Ce qui veut dire que le papier n'est pas bon, mais les autres ne le savent pas. C'est de la mauvaise monnaie. Une question, monsieur le président de la République française. Celle que vous avez dit. Il était venu à Vittel avec treillis, béret, revolver et surtout son franc-parler. Le capitaine Sankara aura été une des vedettes du 10e sommet de Vittel. On dit de lui que c'est un jeune loup de l'Afrique, un capitaine qui dérange, mais qui veut aussi bâtir sur de nouvelles bases l'avenir avec la France. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Il faut cesser de voir l'Afrique comme un réservoir, il faut cesser de voir l'Afrique comme... une masse de manœuvre qui doit suivre. Il faut voir l'Afrique majeure, il faut voir les masses populaires qui prennent conscience de leurs intérêts, qui revendiquent légitimement et qui réclament la différence, le droit à la différence. Voilà, et comme vient de le dire Georges, un incident donc a déjà marqué ce sommet. Le capitaine Sankara, un militaire que l'on dit proche des Libyens, a donc boudé le dîner offert hier soir à l'Élysée par le président de la République. Le capitaine Sankara est en effet un marxiste, mais aussi un admirateur du numéro 1 libyen. Je vous rappelle que le capitaine Sankara est un pro-libyen. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez définir de manière précise les relations que vous entendez mener avec la Libye? Ces relations avec le colonel Kadhafi ont beaucoup fait parler, mais je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire quand on a à s'adresser à des gens responsables. Et c'est notre cas. Debout, ambassadeur de Kadhafi, il est auto. Bon, on a trois ans, qui aime Kayaramba, Yam Sindata, Yam Nawa Tubulisa, qui pam Koma, la Tassa Kadhafi, tu le dis, on doit savoir de force. Bon voilà, ambassadeur de Libye, le peuple militant de Kaya réclame des puits. Et dès aujourd'hui, vous faites un message à Kadhafi pour lui dire de venir faire des puits ici à Kaya. Voilà, c'est le peuple. S'il n'y a pas les puits, c'est le peuple de Kaya qui va vous juger. Voilà. Ah non, mais. Ok, merci.
Sankara, il avait tendance d'ailleurs à céder lui-même dans ses relations avec les autres pays. Il nous avait par exemple dit comment un jour, alors qu'il était précisément en Libye, il avait donné une interview à la télévision libyenne et puis il avait demandé aux journalistes et aux caméramans qui donc l'interviewaient d'ouvrir sa caméra, de retirer la cassette qu'il venait d'enregistrer, puis il lui avait saisi la caméra en disant « Eh bien, puisque la Libye nous avait promis de nous aider, je prends tout de suite le matériel. » Alors le colonel Kadhafi, évidemment, lui avait dit « Mais non, pas question, on va vous envoyer ça dans des boîtes, on va vous aider vraiment. » Et comme Sankara en avait assez d'attendre l'aide des autres, eh bien, il avait décidé de se servir. Il avait d'ailleurs volé une voiture également au colonel Kadhafi. Il était venu un jour à Ouagadougou avec sa voiture blindée, une Alfa Romeo, que j'ai pu voir, pleine de gadgets électroniques. Et donc, pendant que Sankara et Kadhafi se voyaient dans un bureau à Ouagadougou, le chauffeur de Sankara demandait au chauffeur de Kadhafi comment marche ta voiture, comment marche tel gadget, comment marche le toit ouvrant, et puis il avait fini par lui subtiliser la voiture. Et un des épisodes les plus rocambolesques avait été quelques semaines après la tentative par Sankara de voler carrément un Boeing 727 à la Libye en empêchant aux pilotes de la compagnie aérienne libyenne de repartir à Tripoli avec le Boeing. Et pendant une semaine, Sankara avait immobilisé le Boeing sur la piste de Ouagadougou en essayant de trouver des pilotes burkinabés capables de conduire le Boeing. Mais les pilotes burkinabés, eh bien, ils ont été formés à conduire les avions que possède le Burkina Faso, c'est-à-dire quelques avions à hélice, des Fokker, et finalement, faute de pilote, il avait été obligé de rendre le Boeing à la Libye, puis aussi parce que, évidemment, le colonel Kadhafi avait fait déclarer l'avion volé et qu'aucun aéroport international n'aurait accepté de recevoir ce Boeing. Camarade président, quelle est la position de Burkina Faso en ce qui concerne la lutte contre l'apartheid? L'apartheid est une forme aujourd'hui du nazisme moderne. L'apartheid est un élément vivant de l'impérialisme de notre temps. Nous devons combattre l'apartheid, non pas parce que nous sommes des Noirs, mais parce que nous sommes des hommes tout court et non des bêtes, et parce que aussi nous avons choisi, dans le cadre de la lutte des classes, la classe de l'avenir, la classe des travailleurs. Mensaje personal de Thomas Sankara a Nelson Mandela. À Nelson Mandela. Nelson Mandela en prison est 1000 fois plus libre et 1000 fois plus heureux que ceux qui, dehors, servent les intérêts objectifs des ennemis des peuples, notamment de l'impérialisme arrogant de notre temps. Monsieur François Mitterrand, des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont tachée.
Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Il ne faut pas avoir peur de le dire, notre pays n'a jamais entretenu de rapports cordiaux avec Sankara. Pourquoi? Il faisait peur? Il l'inquiétait plutôt, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il entendait remettre en cause le fondement même des relations entre notre pays et les pays africains. Oui, c'est en gros le néocolonialisme. Ou la France-Afrique, ainsi que l'a appelé l'un de vos confrères, François-Xavier Verschave. Je connais son bouquin. C'est-à-dire tout un entrelac de lobbies, d'intérêts croisés qui a longtemps permis de garder l'Afrique francophone sous dépendance et d'en faire une pompe afrique. J'ajoute, ça vous étonnera pas, que si Sankara inquiétait nos dirigeants, il n'était pas non plus très bien vu par les caciques en place dans les autres pays africains. Risque de contagion? Bien sûr. Pour nous, notre révolution ne peut triompher, ne peut réussir et avoir un sens que si les autres peuples, eux aussi, luttent à se débarrasser des maux que nous combattons. Qui sont les ennemis de l'Afrique? Qui sont les alliés de l'Afrique? Quelle idéologie pour l'Afrique? Il faut la révolution. Et il y aura la révolution en Afrique. Et surtout, il faut qu'il y ait l'unité africaine. Et cette unité africaine se fera par la force, par l'exigence, les exigences des peuples. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette
Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ouagadougou, près du centre-ville, en face de la présidence de la République. Cet homme en jaune, c'est Thomas Sankara, 38 ans, président du Burkina Faso. Comme chaque vendredi de 5 à 6, il joue avec les fonctionnaires du palais au ballon militaire. Quand est-ce que vous avez décidé de prendre les choses en main au Burkina, en Haute-Volta? Non, à vrai dire, je n'ai jamais décidé, moi, de me présenter comme un dirigeant à quelque niveau que ce soit. Parce que j'estime que c'est le peuple qui fait. Ça marche. Ce n'est pas un individu à tel ou tel poste. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, en tout cas les événements ont fait que j'ai dû occuper des fonctions jusqu'à être président. Donc vous n'avez pas senti une vocation de devenir homme politique? Non. Combattant politique, oui, mais responsable à quelque niveau que ce soit, non, je ne me suis jamais identifié à cela. Et même aujourd'hui, je suis prêt à occuper n'importe quelle fonction, pourvu que je puisse rester dans le combat révolutionnaire. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorables représentants de la communauté internationale, permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres
qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples. Je parle aussi au nom de l'enfant. L'enfant du pauvre qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour riches. Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature et à ces 30 millions qui vont mourir comme chaque année abattus par la redoutable arme de la faim. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, etc. Hommes de bien qui voient leur art se prostituer par l'alchimie des prestidigitations du show business. Je proteste au nom des sportifs du monde entier, dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne des stades. Je crie au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je m'exclame au nom des chômeurs réduits à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je vibre naturellement au nom des malades qui scrutent avec anxiété les horizons d'une science accaparée par les marchands de canons. Militaire, je ne peux pas oublier ce soldat obéissant aux ordres, le doigt sur la détente, et qui sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Enfin, je veux m'indigner en pensant aux Palestiniens qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple, hier encore martyrisé à loisir. Oui, je veux donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Selon vous, quels étaient les changements les plus importants depuis l'avènement de la RDP? Bon, je n'aime pas tellement cette question, parce que je suis moi-même acteur, je ne sais pas. On dit chez nous qu'un danseur ne peut pas savoir s'il danse bien. C'est les autres qui le regardent, qui peuvent dire « toi tu danses bien » ou bien « toi tu danses mal ». Bien. Mais je crois que la plus grande des victoires, c'est la transformation des esprits. Le Burkinabé a confiance en lui-même maintenant. Et il sent qu'il peut transformer sa réalité, son milieu. Bien sûr, ce n'est pas automatique, mais enfin, c'est cela qui me paraît être le plus important. Tout le reste, vous pouvez même oublier les écoles, les dispensaires, les barrages, les routes, les logements, tout ça vous pouvez l'oublier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Burkinabés ont pris conscience maintenant, ils ont confiance en eux-mêmes. C'est la première et la plus importante des victoires. Ah oui, d'accord.
Qu'est-ce que signifie pour vous personnellement d'être un chef d'État? Beaucoup de responsabilités. Parce que il faut être responsable de tout. Il faut être responsable, il faut gérer la joie de tous vos compatriotes, entretenir cette joie-là permanente. Faire en sorte que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, il n'y ait pas un seul qui soit triste. C'est difficile. Ça, c'est très difficile. Bon. Chez nous, on dit, il y a un proverbe de chez moi qui dit ceci. Je le connaissais, ce proverbe, mais maintenant, je vois qu'il est vrai. Pour guider son troupeau, le berger a besoin d'un bâton, un seul bâton. Il peut guider un troupeau de 100 bœufs, 1000 bœufs, 10 000 bœufs. Mais pour guider un peuple, on a besoin pour chacun une règle bien adaptée. Il y en a qui veulent des règles longues, il y en a qui veulent des règles petites. Donc il faut parler à chacun le langage qu'il veut. Je devrais avoir un seul objectif, 8 millions de discours pour adapter les discours à chacun. C'est pas facile. Est-ce que vous avez aussi connu des échecs et est-ce que vous avez commis des erreurs personnelles? Ah oui, nous avons commis beaucoup d'échecs. Beaucoup d'erreurs surtout. Mais la différence, c'est qu'avant, nous commettions 100 erreurs et nous avions 0 victoire. Maintenant, nous commettons peut-être 10 000 erreurs, mais nous avons 2, 3, 4 petites victoires. Nous avançons. Mais nos erreurs sont tellement nombreuses qu'il m'est difficile de les citer. Mais retenez que cela me rend triste. Nous avons beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Je prends tout cela à mon compte parce que c'est moi le président. Toutes ces erreurs, c'est moi. Donc ça me rend triste, très souvent. Les seuls morts de la révolution burkinabé, c'est 7 personnes qui ont été fusillées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez ce geste? J'y pense et je le regrette. Un certain nombre de gens parlent de prisonniers politiques au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds oui, nous en avions. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. Pour vous, quelle est la qualité politique essentielle? Croire au peuple.
si vous voulez, je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé, oui. Sankara se rend-il compte qu'il doit réagir, corriger les excès? Oui, dès le milieu de l'année 1987, il dénonce publiquement et à plusieurs reprises les erreurs qui ont été commises. Il affirme que des injustices ont frappé certains citoyens. Il faut rectifier, dit-il. C'est aussi une forme d'autocritique. Incontestablement. Mais il est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on a déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, mais c'est Thomas Sankara qui va être rectifié. Oui. Faut pas tout enlever, hein. Non, président. Voilà, président, non. On va enlever ce qu'il faut. Voilà, c'est symbolique. Ouais, lui, il est plus gros que moi. C'est à dégager. Voilà. Camarade, ça va éclater, hein. C'est trop là, c'est pas plein. Donneur de sang. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Le soleil rouge de la saison des pluies descend lentement derrière les palmiers de l'enclos dit de l'Entente à Ouagadougou. Il fait chaud. L'air en cette fin d'après-midi est doux. Nous sommes le jeudi 15 octobre 1987 à 16h30. Une colonne de petites voitures, des Renault 6 de couleur noire quitte la chaussée goudronnée, bifurque sur le chemin de terre rouge, entre dans l'enclos. Dans la salle doit commencer la session extraordinaire du Conseil national de la Révolution du Burkina. Les tueurs sont embusqués dans les premières maisons, tout près de la barrière d'entrée et dans les buissons qui longent le sentier. Une grenade déchiquette la voiture de tête. Paulin Bamouni, chef de presse de la présidence, Frédéric Ziambé, conseiller juridique, sont tués sur le coup. Sankara et 9 gardes parviennent à se réfugier dans un pavillon tout proche. Couchés à plat ventre dans le corridor, ils ripostent. Mais le pavillon est encerclé. Une grenade offensive est jetée à l'intérieur. Sankara, blessé, dit « C'est inutile, c'est moi qu'il cherche ». Il se lève, serein, se dirige vers la porte. Une rafale de Kalachnikov lui déchire le corps. Les tueurs investissent le pavillon, tirent sur tout ce qui vit. On a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique
et idéologique, est un criminel en puissance. À droite. Marche. Thomas Sankara, parmi les 100 morts du coup d'État, l'ancien chef du Burkina est déjà enterré. Au pouvoir, son ancien ami Blaise Compaoré. Il promet démocratie et maintien de la révolution. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. Blaise Compaoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, parle pour la première fois à la télévision depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir il y a une semaine. Et Martine Laroche-Joubert parle avec lui, bien sûr, de l'avenir du Burkina Faso et aussi de l'émotion après l'assassinat de son ancien ami, ancien président Thomas Sankara. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Alors voilà, Sankara, c'était le président au cœur tendre, un idéaliste, un personnage étonnant, sans doute le président et le chef d'État le plus surprenant de la planète. Alors on écoute un petit morceau de Relema, un morceau de musique, car Sankara, c'était aussi un président qui dansait. Et samedi soir, il dansait avec nous à Ouagadougou pour un forum anti-apartheid et dansait avec le président Sankara, son meilleur ami, Blaise Compaoré. C'est bien entendu que ce soit son meilleur ami, Blaise Compaoré, qui ait été le responsable du coup. Et d'ailleurs, dans Le Monde dimanche, eh bien, on peut lire une interview de Sankara qui date d'il y a quelques mois déjà, où Sankara disait la chose suivante de Blaise Compaoré. Il disait: un jour, des gens sont venus me voir complètement affolés, et ils m'ont dit: il paraît que Blaise prépare un coup d'État contre toi. Ils étaient le plus sérieusement du monde paniqués. Je leur ai répondu ceci: le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse en reparler. Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Et c'est rare. Et c'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux, parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi, je dis à Blaise,
de venir de Pau me voir. Il faut que lui, il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6h, 7h. Me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. Passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour surveiller un malade ou je sais pas, enfin pour veiller. Et ça, c'est pénible. Quand j'y pense, je me dis, mais enfin. Alors, ce qui lui aussi va sur pied, il faut bien que quelqu'un lui crée l'équilibre. Mais là, je m'en réjouis. J'ai vraiment ça qui me console. C'est ça qui me console. Il terminait cette interview en disant « D'ailleurs, je sais qu'on ne dira jamais en me désignant un jour c'est l'ancien président du Burkina Faso, on dira c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso ». Le poids de l'ombre de Thomas Sankara, aujourd'hui à Ouagadougou. Autour de sa tombe, le chagrin se mêle à une suspicion grandissante. Auprès de la majorité de la population, la thèse d'un assassinat prémédité gagne du terrain. La méfiance grandit face au nouveau pouvoir. Thomas Sankara, un simple capitaine qui avait débaptisé son pays, la Haute-Volta, pour l'appeler le Burkina Faso, c'est-à-dire la terre des hommes intègres. Et la terre des hommes intègres vit toujours dans le souvenir de cette figure mythique. Pourquoi a-t-on éliminé ce jeune révolutionnaire? Qui a pris la décision de le faire disparaître? La procédure judiciaire, qui est toujours en cours, n'a pas permis de répondre à ces questions, mais il est évident que le bouillant capitaine gênait beaucoup de monde, et pas seulement dans son pays. Capitaine Sankara, ça sera ma dernière question. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? Oui, parce que Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Merci, Président. Merci.